Instaurée depuis 1985, Octobre Rose, une campagne annuelle mondiale de communication ayant pour objectif sensibiliser les femmes, mais également créer des chaînes de solidarité afin de venir en aide aux personnes malades du cancer de sein. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des causes du cancer de sein, de sa prévention, son diagnostic, son traitement, mais également sa guérison. Pas que nous avons un thème très très important parce que avant bien sûr de toucher le côté moderne, c'est-à-dire le côté médical moderne, nous pensons également à ce côté traditionnel parce que nous sommes en Afrique le plus souvent quand nous tombons malades sans pour autant savoir ce qu'il en est réellement. Il y a des spéculations autour de beaucoup de pathologies. Alors par rapport également au cancer de sein, on a pensé bien sûr à poser la question ainsi. Cancer de sein et la culture africaine entre tabou, croyances et sensibilisation. Nous en parlons aujourd'hui, mes téléspectateurs, puisque vous le savez, au mois d'octobre, beaucoup de choses sont mises en œuvre pour non seulement sensibiliser les femmes à aller se faire dépister, mais également faire comprendre cette maladie à plusieurs personnes. Parce que le plus souvent, quand on n'est pas bien informé, on se permet de spéculer autour, bien évidemment, pour vous éclairer la lanterne par rapport au cancer de sein. Aujourd'hui, nous avons un habitué de cette émission, mais ça fait longtemps, il a rajouté une autre corde, bien sûr, à son arc, sinon il était très disponible pour nous. Voilà, docteur Karamo Kaba, pharmacien biologiste, spécialiste en santé publique, il est historien, écrivain. Il est également DG d'une maison de production qu'on appelle Stimina Prod. Karamo Kaba, bonjour et ça fait toujours plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour Amika et bonjour à tous les amoureux de la télévision mère RTC. Bonjour Fana Kamara. Bonjour Amika. Le digne fils de Labaya, c'est ça? Non, je suis du Bofa. Pongo. Le Pongo, la forêt amère. Et voilà, c'est Beaufort, c'est nom d'une, on dit la clairière, c'est ce qui dit en chose comme ça, Beaufort, Beaufontaine. Ce qui dit, signifie maintenant Bofa. Par l'epsus lingué, on a dit maintenant Bofa. D'accord. Ouais. Merci pour cette précision. Ousmane Telli, Barry, ça va? Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale qui vient tout droit de Daboula, Ousmane Telli, Barry. Daboula, c'est le Dabou. D'accord. On a dit Daboula. D'accord. Daboula, il y a Daboula Kor. D'accord, mais toi tu es de Daboula, tu es de Daboula Kor. Je suis de Daboula Centre. Daboula Koura. Daboula simple. Bon, Aminata Kaba, voilà, fille de Kankana, il y a précisément de Soumankoui, voilà. Bonjour à vous, mes téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous avoir, en tout cas, les mercredis et jeudis au compte de cette émission, bien évidemment, qui traite des sujets socio-éducatifs, culturels et artistiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qu'on va essayer de camper sur deux angles. Voilà, donc l'aspect médical, mais également l'aspect social est très, très, voilà, donc important parce qu'en parler peut sauver des vies, en parler peut changer, bien évidemment, beaucoup de comportements. Voilà, avant d'aller avec le sujet, le thème, parce que vous le savez, hein, lundi, les élèves ont repris le chemin des écoles, mais est-ce que cette rentrée est effective? Parce que voilà, avec la conjoncture, c'est pas évident, tous les enfants sont partis à l'école, les parents ont eu bien sûr la possibilité ou les moyens d'inscrire les enfants entre frais de scolarité et fournitures scolaires, la situation, voilà. Nos chroniqueurs veulent se prononcer, voilà, donc on va ouvrir une petite brèche sur cette actualité et juste après nous allons continuer avec le thème central d'aujourd'hui. Si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement et bienvenue dans le train de la bonne humeur, de l'information, de la gaieté, puisque quand le soleil est au zénith, vous servir est notre plus grande mission dans cette émission. Et nous émettons depuis les studios de Koloma, la colline la plus célèbre de Conakry, vous le savez. Alors c'est parti avec cette actualité rapidement, Ousmane Telli. Voilà, donc c'est quoi la situation? La situation aujourd'hui, c'est que depuis le lundi 6 octobre 2025, les élèves ont repris le chemin de l'école en République de Guinée. Vous savez, c'était fixé au 15 septembre passé. Vous-même, vous savez, même sur ce plateau, le tout que ça crée un peu partout dans la cité, notamment les acteurs de l'éducation, le syndicat, les parents d'élèves également, tout le monde se plaignait. Donc l'État
observé, l'État s'est dit d'accord, on va remettre aussi octobre, parce que le 21 également septembre, c'était le référendum constitutionnel, donc on a remis aussi octobre. Et effectivement, le 6 octobre, on a vu dans la circulation, dans le mouvement, parce que même nous, on a accompagné les enfants à l'école, un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Mais il y a quelques défis par endroit, notamment nous qui animons des émissions interactives à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de parents d'élèves également qui se plaignent par rapport ici au manque d'enseignants dans certaines écoles. Il y a des enseignants qui sont affectés, qui ont du mal à rejoindre leur poste actuel. Il y a d'autres qui refusent carrément. Il y a parfois des enseignants qui sont invalides. Il y a d'autres qui ont des problèmes également de santé, qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu d'affectation. Donc ça pose des problèmes par endroit, notamment sur donc il y a déficit. Voilà, il y a déficit d'enseignants, surtout à l'intérieur du pays. Même si on a vu sur le plan infrastructurel, quand même, sur la page du ministère de l'information, l'enseignement préuniversitaire ici, comme quoi on a cette année 225 nouvelles classes à l'école primaire et 566 salles de classe préscolaires. On a également au secondaire 471 salles de classe qui ont été rénovées, il faut le dire comme ça. Et cette année, il y a plus de 560 000 nouveaux élèves qui sont attendus dans les établissements scolaires à travers le pays. Ça, il faut le dire, parce que nous savons que l'éducation, aujourd'hui, c'est le socle de tout développement économique et social, pourquoi pas politique, de tout un pays. Et nous sommes dans la semaine de la rentrée, même si par endroit, il y a des élèves encore qui n'ont pas repris le chemin, parce que les parents, il faut pointer ça du doigt, ne sont jamais prêts. Même si on dit encore, on repoussait la date, on dit c'est le 28 octobre également, il y a toujours des parents qui vont vous dire non, nous on n'est pas prêts encore parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça autre. Il y a cette autre question du manque d'écoles, je veux dire comme ça, d'infrastructures scolaires par endroit où les parents sont obligés d'envoyer les enfants dans les écoles privées. Oui. Et nous savons que quand on prend un peu la physionomie des écoles privées, c'est un caractère commercial. Et chaque année, ces écoles privées augmentent ici les frais de scolarité, l'inscription, la réinscription. Par endroit même, il y a des parents qui peuvent vous interpeller en tant que journaliste pour dire qu'on est arnaqué. On ne peut pas dire à l'antenne qu'on arnaque les gens. Mais il y a des parents qui se plaignent parfois, qui disent réellement qu'on est arnaqué. Parfois, on nous demande ici l'inscription, la réinscription, on paye ça. Après, on dit de payer manuel scolaire, on dit de payer fournitures scolaires à l'école, les tenues, les t-shirts. Tout doit être payé à l'école. Les maillots de sport. Voilà, les frais, ça ne descend pas en dessous de 100 000 au fait. Quoi. À chaque dépense qu'on vous demande, on va vous dire 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Et puis, on va vous demander cette fameuse première tranche. Vous comprenez un peu? Des parents qui ont 3, 4, 5 enfants comme ça, où il n'y a pas d'école publique à côté, sont obligés d'envoyer les enfants. Ou parfois même préfèrent l'école privée, parce que la qualité de l'enseignement aussi. Voilà. Justement, donc tu vois un peu ça crée un peu de déséquilibre économique, surtout au niveau de certains parents d'élèves. Et il y a également des parents d'élèves qui, comme tu viens de le dire, qui préfèrent envoyer les enfants à l'école privée, qui se disent que dans les écoles privées ici, il y a la rigueur, il y a l'enseignement de qualité. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un défi peut-être qu'on lance au ministère de l'enseignement préuniversitaire, comme quoi, quand on parle d'éducation nationale, une école privée, une école publique, il ne devrait pas y avoir de différence, parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'enseignants qui évoluent dans le secteur public, et c'est les mêmes enseignants qu'on retrouve encore dans certaines écoles privées quand même. Pourquoi ne pas appliquer la même rigueur dans les écoles publiques et dans les écoles privées? Donc ça c'est la question là, on va poser cette question au ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers ses inspecteurs, à travers également tous les acteurs du système éducatif, parce que quand on se plaint, on dit que le niveau est bas dans le privé, ça c'est un gros problème. D'accord, merci Ousmane Telli, voilà pour cette précision. L'état des lieux, je pense qu'il a touché beaucoup d'aspects, beaucoup d'angles très très importants. Il fallait en parler parce que quand on parle de l'entrée scolaire, il y a beaucoup d'enfants qu'on retrouve encore dans les quartiers qui n'ont pas encore repris le chemin. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de personnes te diront, peut-être c'est la conjoncture, maman ou papa n'ont pas d'abord les moyens d'aller m'inscrire, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Alors qu'il y a normalement les écoles publiques en fonction de nos moyens, parce que beaucoup, on va le dire, parce que beaucoup d'anciens ministres, en tout cas beaucoup de commis de l'État sont passés par les écoles publiques, mais qui ont bien servi. Il faudrait juste revoir aujourd'hui la qualité. Il faudrait revoir le système, parce que voilà, ça c'est déjà dans la tête de beaucoup de gens, et dire que quand j'inscris mon enfant au public,
public? Est-ce qu'il va avoir la même formation que les enfants qui ont la chance d'aller au privé? Ça dépend aussi, parce qu'il ne faudrait pas que les parents pensent que inscrire juste l'enfant au privé ou au public, ça s'arrête là. Il y a le suivi aussi à la maison. Il y a des enfants qui sont, justement, il y a des parents qui ne quasiment même pas le temps pour les enfants, pour leurs enfants. Donc vous inscrivez les enfants et vous les accompagnez à l'école et vous vaquez à vos activités. Vous n'avez pas le temps de voir est-ce que mon enfant suit les cours, est-ce que ses cahiers sont à jour. Enfin, il n'y a pas de synergie entre les parents et l'école. Donc s'il n'y a pas cette collaboration étroite entre les parents et les élèves, j'ai envie de dire, et l'école, je pense que quels que soient les moyens que vous mettrez à disposition, ça pourra pas marcher. Sinon, on ne trouvera pas dans la même classe premier, deuxième jusqu'au dernier. Il y a aussi les facultés de rétention des enfants. Il y a des enfants plus intelligents, moins intelligents. Ça, c'est naturel. Mais il faudrait aussi avoir un minimum de temps pour suivre ce que ton enfant fait à l'école, pour te renseigner, être en contact avec l'enfant. Voilà. J'ai vu un statut hier sur Facebook qui a attiré mon attention. Le statut disait ceci: acheter des cadeaux pour l'enfant ne remplacera pas une heure que tu fais avec lui. Parce que ton enfant peut être abusé d'une certaine manière à l'école sans que tu le saches. Tu n'as pas le temps de parler avec lui, de l'écouter. Et toi, tu penses que l'offrir des cadeaux ou l'acheter des fournitures scolaires, des chaussures chères, des sacs, des gourdes et tout, chères, non. Et un peu de temps pour l'enfant pour le suivre. Voilà, j'espère que les mères sont en train de suivre cette émission, que vous ayez la chance d'aller, que vous soyez instruite ou pas, ayez un minimum de temps de vérifier ce que votre enfant fait. Parce que même si dans la tête de l'enfant, maman n'est pas instruite, mais le temps que vous prenez là, suivre ce qu'il fait, faire semblant juste de voir si son cahier est à jour, ce qu'il fait, t'acquérir de tout ce qu'il fait à l'école, ça pourra le dissuader s'il a de mauvaises intentions cachées. Il pourra dire, moi je suis contrôlé par maman, donc je fais pas si je fais pas ça. Voilà. Et par rapport aux parents, avant que tu nous donnes la parole à Fana, par rapport aux parents et à l'encadrement des enfants, nous savons qu'il y a un autre phénomène qui est en train de se développer, c'est l'insécurité liée au kidnapping des enfants. Parce que récemment, on a suivi ce qui s'est passé au CMC de Matam et à Sangoya également, où un enfant a été kidnappé et puis jusqu'à présent, sa maman pleure là-bas. Et nous savons que pendant les périodes scolaires ici, c'est des milliers d'enfants qu'on déverse dans la rue. Et souvent, ces enfants, parfois, sont abandonnés par certains parents, je ne dirais pas irresponsables, ça se dit. De façon volontaire. Volontaire, parce que ça se comprend des fois quand on a beaucoup d'enfants et qu'on a le boulot, il n'y a pas d'aide, c'est compliqué des fois, mais nous on sensibilise juste pour que les gens aient conscience de la gravité de la chose, au fait. Parce que les enfants peuvent se perdre au-delà d'être kidnappés, d'être enlevés. Les enfants peuvent se perdre parce qu'il y a des enfants qui sont très turbulents. Dès après les cours, ils préfèrent rentrer à la maison sans attendre d'être récupérés par les parents ou parfois les taximètres employés par les parents. Ça, c'est un autre sujet qu'on va débattre sur ce plateau. Par rapport à ce qu'il vient de soulever, c'est la clôture des concessions scolaires. C'est très important pour les enfants parce que dans les écoles publiques, souvent, il y a certaines écoles qui ne sont pas clôturées. Surtout parce que moi, j'ai fait un tour à Koya et vers le Soumaya Plateau, là, l'école élémentaire n'est pas clôturée. C'était ça le cri du cœur du directeur. Souvent, il y a les écoles, les collèges, souvent sont contigus avec les écoles élémentaires. Dès qu'ils sortent de la récréation, ils vont venir pour embêter les enfants. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir ce côté-là aussi. Et aussi un message aux enseignants. Vous savez, ils n'ont qu'à faire appel à leur conscience professionnelle. L'État est en train de débourser beaucoup de choses, beaucoup de mots pour eux. Partout où on va t'imiter, tu seras mis, il faut partir. La Guinée, c'est la Guinée. Il faut partir. On nous a toujours dit ça. Qu'à la fin, j'ai rappelé toujours dans le studio tout à l'heure à télé, je dis qu'à chaque exercice, on nous dit toujours, on vous met à la disposition de votre conscience professionnelle. À l'indication civilo-militaire. Voilà, l'indication civilo-militaire. On vous remet, comment dire, vous êtes à la disposition de votre conscience professionnelle. Vous êtes guinéen. Avant, il y a une vraie différence. Les enseignants partaient à l'intérieur du pays avec leur famille. C'est-à-dire, tu as des petits-enfants, même les sous-préfets. Avant, c'était vraiment cool, c'était très bien. Tu es là, vous vivez en harmonie avec la population, vous êtes là, il n'y avait pas de différence. Là, franchement, ou à défaut, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils acceptent de rester. L'État n'a qu'à essayer de recruter ces gens-là, tout simplement. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, ce qui est valable
pour un condor est valable aussi pour une mouche. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ont besoin aussi de qualité de l'enseignement. Un cadre de vie approprié. Franchement, voilà, des conditions de vie appropriées. Moi, par rapport à l'ouverture que je vais dire, surtout aux enseignants, parce que tu peux voir que les élèves sont là, mais si l'enseignant n'est pas présent, donc ça va créer des problèmes. D'accord. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'est tombé dans de très bonnes oreilles, parce que là, c'était juste un rappel, parce que c'est très important de situer les responsabilités dans cette affaire. Voilà, si les autorités mettent tout en œuvre pour que tous les enfants, tous les élèves reprennent le chemin de l'école, il faudrait aussi que les parents accompagnent cette dynamique. Mais bon, dans l'un ou l'autre cas, des fois aussi, quand on a la volonté, mais les moyens ne nous permettent pas. On espère que les semaines prochaines, tous les enfants retrouveront le chemin des écoles, parce que c'est pas évident quand on a plusieurs enfants à nourrir, on a plusieurs enfants à éduquer, à instruire, c'est pas du tout facile, hein. Mais voilà, que quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, qu'Allah vous apaise et vous facilite la tâche pour que vous accomplissez, parce que ça c'est un devoir pour vous en tant que parents, voilà, d'accompagner et de permettre à vos enfants d'aller à l'école. C'est un droit pour eux. Okay. Voilà, et ma téléspectateurs, comme je le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui, nous nous intéressons au cancer de sein. Le plus souvent, quand le mois d'octobre démarre, dès le 1er, nous voyons des dames avec des rubans roses sur les réseaux sociaux et même dans les ministères, nous voyons carrément que beaucoup de départements sont brandés donc avec ce ruban rose et tout, qui signifie beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'octobre rose. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui signifie, j'y arrive réellement, octobre rose? Voilà, on va essayer d'avoir une approche de réponse avec notre invité qui est avec nous sur ce plateau. Pas que, nous allons aussi situer le thème dans notre contexte africain. Et voilà, donc ensemble, nous allons discuter et voir comment est-ce que nous pouvons savoir tout de suite qu'on est atteint du cancer, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, est-ce qu'il y a un traitement, est-ce que, voilà, restez avec nous pour être mieux édifiés. J'espère que vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui avant la fin de cette tranche d'émission. Oui, docteur Karamo Kaba, encore une fois, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, Octobre Rose signifie quoi en réalité? Merci beaucoup, Amika. Surtout, je voudrais rendre un hommage à toutes ces femmes victimes de cette maladie et également et surtout celles qui sont de notre côté vers Kankanabaya. Je salue toutes ces femmes aujourd'hui parce que il faut comprendre que cette maladie appelée cancer du sein s'attaque principalement à une partie qui est vitale. C'est-à-dire sans cette partie, on ne peut pas parler de vie. Et vous comprendrez que la maladie s'attaque à cette partie. Cela veut dire que si on ne prend pas de précautions pour faire face à cette maladie, elle risque de mettre fin à la vie. D'accord? Parce que pour mettre au monde un enfant, il faut penser franchement à donner du lait. Si on vous dit qu'il y a une maladie qui est capable de supprimer systématiquement les seins d'une femme, cela veut dire que ça risque également d'impacter la fertilité de cette femme. Alors en réalité, il faut comprendre, parce que c'est ce que je disais, Octobre Rose, c'est un moment de sensibilisation. C'est un moment de partager des connaissances autour de cette maladie. C'est une manière d'inviter les femmes à prendre de bonnes habitudes vis-à-vis de cette maladie. Mais aussi d'interpeller les dirigeants à mettre, bien sûr, des paquets pour pouvoir sensibiliser les femmes, pour pouvoir pousser les intellectuels à s'exprimer sur cette maladie. Parce que on dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. Si elles connaissent, bien sûr, les facteurs de risque, les causes également de cette maladie, elles peuvent se préparer en tout cas pour l'éviter. Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on supprime les causes, les conséquences vont disparaître. Mais il faut comprendre que les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets. Donc, Octobre Rose va systématiquement sensibiliser les femmes vis-à-vis des bonnes habitudes, va également sensibiliser les autorités à financer les ONG qui s'inscrivent dans cette dynamique, va également pousser les intellectuels
dans le monde, parce que ça concerne le monde. Le cancer du sein n'a pas une cible privilégiée en termes de race, en termes d'ethnie, en termes de religion. On ne va pas dire que le cancer du sein s'attaque seulement aux femmes malinquées, aux femmes peules, ou aux femmes occidentales, etc. Non. On ne peut pas dire que le cancer du sein s'attaque aux musulmans, aux chrétiens, aux athées. Non, le cancer du sein a une cible, les seins de la femme. Donc, il faut en tout cas dédier un mois, 30 jours ou 28 jours à sensibiliser, à pousser les femmes à faire le dépistage précoce pour qu'elles sachent pertinemment que oui, je n'ai pas cette maladie, ou bien est-ce que je risque de développer cette maladie à la longue. Voilà ce qu'on appelle cancer, comment on appelle Octobre Rose. Merci beaucoup, docteur Karamo Kaba. Vous l'aurez compris, mes téléspectateurs, c'est un moment de sensibilisation, un moment de solidarité, un moment d'humanisme. Parce que voilà, il a touché beaucoup d'aspects. Je parlais tantôt de situer les responsabilités. Voilà, il l'a fait et je pense que c'est très important. Avant, bien sûr, qu'on ne commence avec les questions, avec le questionnaire. Oui, Ousmane Telli, Fana Camara, avez-vous des questions par rapport, bien sûr, à l'explication qu'il a donnée à ce terme, Octobre Rose? Voilà, Octobre Rose, quand on parle d'Octobre Rose, je crois bien il a déjà expliqué en profondeur ce que cela signifie pour la couche féminine, donc contre cette maladie qui franchement aujourd'hui, avant, on ne connaissait pas réellement comment est-ce qu'elle se venait dans des villages, de voir les femmes avec ça, mais avec beaucoup de différents canaux de communication, et puis on a vu réellement que les gens commencent à comprendre réellement c'est quoi cette maladie. Mais j'aurais voulu qu'on commence réellement au niveau de la racine de la maladie, la cause, parce que souvent quand on ne connaît pas la cause de cette maladie, souvent ça va devenir un petit souci pour nos mamans qui se trouvent au village, surtout eux. Je ne parle pas des femmes qui sont aujourd'hui dans la ville, mais les femmes rurales, effectivement, ceux qui sont là-bas, celles qui sont là-bas ne connaissent pas réellement qu'est-ce qui provoque ça. D'accord, oui, Ousmane Telli. Oui, vous savez, le thème, même quand on parle de Mamel, quand on parle des seins, alors face à la culture, il a planté le décor. Je pense que depuis des temps, en Afrique, notamment chez nous ici, tout ce qui est lié au corps de la personne ou au corps de la femme est sacré. Tu vois un peu, c'est pourquoi le sujet était tabou. On n'osait pas en parler parce que quand on prend l'intimité de la femme, son corps, tout ça là, c'était vraiment sacré. Même si elle avait une maladie qu'elle traînait avec, on disait que non, peut-être c'est les diables, peut-être c'est autre chose, c'est les sorciers, on ne touche pas à ça, ou peut-être c'est quelque chose entre femmes là-bas. Tu viens de le rappeler avec l'évolution aujourd'hui, jusqu'à on parvient à consacrer un mois de 30, 28 ou 31 jours par rapport au dépistage, à la sensibilisation et donner la parole à toutes ces personnes qui s'intéressent à cette maladie. C'est déjà une avancée majeure qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, on a des docteurs spécialistes, notamment sur ce plateau ici, qui peuvent nous expliquer les causes, peuvent nous expliquer les conséquences, pourquoi pas ici, les méthodes de prévention. Parce qu'il a dit lui-même tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, franchement, il a bien planté le décor. Maintenant, on attend que tu nous redonnes la parole pour poser nos questions. Merci Ousmane Telli, toujours égal à lui-même. Alors, ce qu'on va faire, Dr Karamo Kaba, puisque nous avons un sujet central aujourd'hui, le sujet principal, c'est-à-dire le cancer du sein face à la culture africaine. Parce que je l'ai dit à l'entame, beaucoup de gens considéraient cette maladie avant comme tabou, par méconnaissance, par manque d'information, par ignorance, j'ai envie de dire. Parce que quand on ne connaît pas, souvent le mieux c'est de se taire. Mais très malheureusement, dans nos communes, dans nos sociétés africaines, même quand on ne connaît pas la source, on veut quand même en parler, spéculer. Même si ça peut toucher la victime, les gens s'en soucient moins. Alors que autour de nous, la maladie, en fait, la solidarité autour de nous et le soutien autour de nous peut plus nous aider à résister face à une maladie. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà, la maladie tue moins, mais l'entourage anticipe les choses. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ce sujet déjà, cette question? Qu'est-ce que vous pensez du cancer de sein face à la culture africaine? Amika, il faut surtout revenir à un point très important parce que beaucoup vont parler du cancer du sein,
et ils ne savent pas c'est quoi le cancer en réalité. Parce que moi j'aime le dire, il faut chercher toujours à apprendre parce que l'ignorance est plus dangereuse qu'une bombe masse. C'est pourquoi que tu sois musulman, chrétien ou athée, il faut toujours se mettre à la quête du savoir. Et lorsqu'on se met à la quête du savoir, on cherche également à raisonner. On déclenche un facteur de raisonnement. Et après ce facteur de raisonnement, on tombe également dans la décision. Donc c'est à partir du moment où vous avez essayé de créer un certain facteur de raisonnement vis-à-vis d'une situation, vous pouvez vous exprimer. Les musulmans, Dieu nous dit qu'avant d'abord de m'adorer, cherchez d'abord à me connaître. C'est pourquoi la première sourate que le prophète a reçue, on dit Ikra. On dit d'apprendre d'abord. Les chrétiens, quand vous lisez la Bible, quand vous regardez chapitre 7, verset 7 de Matthieu, il dit qui cherche trouve, qui demande gagne et qui tape la porte on ouvre pour lui. Si on ne cherche pas à comprendre c'est quoi le cancer du sein, on va donner des mauvaises informations aux femmes, on va même stigmatiser les victimes parce qu'on ne connaît pas. Donc il faut se mettre à la quête également. En ce qui sont également dans la métaphysique, c'est-à-dire le pouvoir de la Trinité, le corps, l'esprit et l'âme, si vous voulez interconnecter ces trois choses, vous devez chercher d'abord à comprendre c'est quoi le corps, c'est quoi l'esprit, également c'est quoi l'âme. Donc aujourd'hui, il faut comprendre c'est quoi le cancer véritablement. Alors lorsqu'on parle de cancer, c'est la multiplication anormale, donc anarchique, des cellules sur une partie biologique ou une partie anatomique spécifique. C'est pourquoi souvent vous allez entendre parler du cancer du foie, cancer du poumon, cancer du pied, cancer de tel, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, s'il y a la multiplication anormale de ces cellules sur une partie spécifique, le nom de cette maladie va porter, c'est-à-dire le cancer va porter également le nom de cette partie anatomique. C'est pourquoi on dit cancer du sein. Parce qu'il y a une multiplication anormale des cellules. Lorsqu'on parle des cellules, c'est le fondamental. Cellules, c'est la base de la vie, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste, mais je crois quand même que quand vous étiez en 8e année, 10e année, vous avez dit, c'est quoi la cellule? C'est l'unité structurelle, fondamentale, fonctionnelle de tous les êtres vivants. Je pense que vous avez vu ça. Télé a mangé ça avec la il y a la cellule animale, il y a la cellule végétale aussi. Merci beaucoup. Donc, en réalité, lorsque ces cellules se multiplient de façon anormale au niveau des mamelles, des glandes de la femme, automatiquement, ça peut déclencher ce problème de cancer du sein. Mais attention, parce que souvent, lorsque le cancer n'est pas détecté à temps, ça risque de provoquer une situation de métastase. Autrement dit, ça quitte le cancer du sein, ça va aussi contracter une autre partie vitale du corps, comme par exemple le poumon, et automatiquement cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire que vous avez commencé par cancer du sein, mais après un temps, la victime se retrouve avec cancer de sein, cancer de poumon, cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'on appelle métastase. Il faut comprendre que le corps est interconnecté à travers les vaisseaux sanguins. Donc automatiquement cela peut se produire. Et il faut comprendre aujourd'hui c'est le cancer le plus nombreux, en tout cas actuellement où nous sommes, c'est le cancer en tout cas qui est le plus répandu dans le monde, surtout aux côtés des femmes. D'accord, ça m'envoie tout de suite à vous poser la question par rapport aux symptômes du cancer. Comment parce que là déjà, avant que les gens ne reconnaissent, est-ce qu'on peut déjà sentir par soi-même qu'on a des... en réalité, je pensais, si on pouvait parler des causes avant d'arriver aux symptômes, ça pourrait permettre... Oui, parce que pourquoi je veux parce que le plus souvent, ici, en ce mois d'octobre, on demande aux femmes d'aller se faire dépister. D'aller se faire des... Il y en a qui disent, moi je n'ai rien. Mais il y a des choses similaires. Tu peux avoir par exemple les mêmes symptômes qu'une autre maladie. En et réalité, dans ta tête, tu te dis... par rapport aux symptômes, c'est aussi ça le hic du cancer. Le cancer, en fait, ça prend assez de temps. Vous allez voir tout à l'heure que la multiplication commence aujourd'hui. Ça peut faire 10 ans avant que les symptômes ne commencent à apparaître. 8 ans avant que les symptômes ne commencent à apparaître. Et quand les symptômes commencent à apparaître, vous allez comprendre souvent, parce qu'en termes de symptomatologie, il y a beaucoup de maladies qui ont presque les mêmes symptômes. Donc ça va être difficile pour la patiente de comprendre que oui, est-ce que cette fièvre que j'ai, est-ce que tel, est-ce que c'est à la base, est-ce que c'est cancer du sein qui est responsable de ça. Mais avant ça, c'est pourquoi vous avez tous un point très important, le dépistage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autopalpation, par exemple, de sein, que nous conseillons souvent aux femmes de faire, parce que en palpant le sein, elle peut se rendre compte, il y a 2 mois, je ne constatais pas la présence d'une boule au niveau de mon sein droit,
mais dès que je parle, je vois comme s'il y avait une boule à l'intérieur. Oui. Donc, du coup, ça lui donne une idée sur, effectivement, l'état. Automatiquement, parfois, elle peut comprendre qu'avant, je ne voyais pas, si je voyais par exemple au niveau de mon mamelon, je ne trouvais pas de sang, mais je commence à constater qu'il y a le sang qui se présente, où il y a un liquide de telle couleur, qui n'avait pas l'habitude, effectivement, qui n'avait pas l'habitude de se présenter. Donc, du coup, elle peut se diriger vers un service spécialisé pour pouvoir mener des études, en tout cas approfondies concernant la maladie. Donc, en ce qui concerne les symptômes, le cancer a plein de symptômes, mais quand le problème est apparu, c'est-à-dire la maladie commence maintenant à gagner du terrain, que les vrais symptômes commencent à se présenter. C'est pourquoi il faut plus de sensibilisation, surtout le dépistage précoce, pour pouvoir en tout cas comprendre tous ces éléments autour, effectivement. D'accord. Dans la présentation, je vous ai présenté en tant qu'historien et écrivain, sociologue, parce que j'ai envie déjà qu'on revienne sur cette question non répondue déjà, qui constitue au cancer du sein, parce que vous avez donné la définition du cancer. C'est quoi le cancer? Je pense que beaucoup de gens ont compris à travers cette explication simple et tout. Voilà. Mais nous sommes en Afrique. Il a touché un aspect très important. Il a parlé de sacralité. Non, justement, il a parlé de tabou. Tabou du corps féminin. Il a parlé de tabou. Parce que quand on dit la femme, normalement, la femme est sacrée. Normalement. Mais avant, on parlait moins du cancer. Avec l'évolution de la science, la technique et la technologie, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu informées. Parce que de façon superficielle, maintenant, quand on te demande c'est quoi le cancer, on peut dire, il a ci, ça fait ci, ça fait ça. Mais en profondeur, les gens ne savent pas réellement c'est quoi les causes. Mais avant d'attaquer les causes, est-ce qu'on peut créer un lien entre le cancer, l'évolution, pour comment est-ce que le cancer a pris du terrain, comment on appelle, à gagner du terrain, voilà. Parce que moi je le dis, c'est par ignorance. Voilà, justement. Est-ce que vous pouvez créer un lien entre le cancer et l'Afrique? En réalité, il faut comprendre que les cancers, depuis belle lurette, les cancers ont commencé toujours à impacter les gens. Mais avec la nouvelle technologie, avec l'évolution, on a commencé à comprendre, c'est ça qu'on appelle cancer. Justement. Parce que l'être humain, tant que les cellules sont vivantes, il y a aussi une possibilité qu'il y ait cancer. Donc ça veut dire que depuis la nuit des temps, le cancer était là déjà. Alors quand vous prenez l'Afrique, comme il l'a si bien dit, il y a une question de tabou autour de certaines maladies, d'accord, surtout les maladies intimes. Ça fait en sorte que, je ne sais pas, parce que cette question de tabou n'a rien à voir avec les religions. D'accord, il faut comprendre, il faut faire la part des choses. Aucune religion ne nous dit que de ne pas s'intéresser effectivement à la science, c'est-à-dire la connaissance du corps humain. Parce qu'il faut chercher à connaître c'est quoi le corps humain afin de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, mais vu qu'en Afrique, on pense que toutes les parties du corps de la femme, c'est déjà un tabou. Ça fait en sorte que lorsque le problème commence chez une femme X, pour ne pas que les gens disent que, non, il y a eu tel problème, il y a eu de la sorcellerie, parce qu'il faut comprendre que l'Afrique a toujours essayé de brandir cette question de sorcellerie. A toujours considéré ça comme, disons, une culture profonde. Autrement dit, on a tendance à dire que lorsqu'il y a une maladie qui vient à peine de paraître, on ne le savait pas, on dit non, c'est les sorciers qui sont responsables de ça. Question de croyance. Effectivement, pour ne pas que les gens disent que dans telle famille, il y a des sorciers qui font ça, dans telle famille, cette fille a été attaquée par des sorciers. Lorsque le problème commence, on trouve des solutions de façon incognito. Donc, on ne cherche pas effectivement à faire en sorte que le problème soit connu. Donc, on gère ça entre la famille, où on va aller voir un marabout, un fétichiste à côté pour trouver des solutions, parce que en réalité, lorsqu'on voit par exemple un sein à l'état à un moment donné qui était en forme, et après quelques mois on voit que franchement ça commence à prendre d'une forme extraordinaire, automatiquement on va dire ou bien attends, est-ce que c'est pas un fétichiste ou quelqu'un qui est passé voir quelqu'un pour jeter un sort sur elle? Donc voilà des histoires comme ça, des fausses croyances, parce que qui n'ont pas de fondement scientifique, qui poussent également les communautés africaines à se taire vis-à-vis de ces maladies. Alors que la maladie continue à ronger encore la victime. Et le pire, on va administrer des produits qui sont aussi capables d'accélérer la capacité ou d'aggraver la maladie. Donc vu que
Les Africains ont tellement d'affinités pour la sorcellerie, pour dire que oui, le corps d'une femme c'est un tabou, donc il ne faut pas parler de sexe, il faut pas. C'est pourquoi lorsqu'on parle du cancer du sein, on va parler du cancer du col de l'utérus. Et là-bas aussi, c'est pire parce que c'est plus intime effectivement, donc on ne doit pas parler de ça. Et la victime elle-même, lorsque le problème commence, elle a honte même d'extérioriser son problème aux gens. Parce qu'elle s'est dit, si je dis ça tout à l'heure à telle personne, cette personne aussi va dire comme ça, etc. Et à un moment donné, on a commencé à comprendre que oui, le cancer existe. Et ça aussi, avec la mauvaise information, automatiquement, l'intox a essayé de gagner du terrain. Donc, la victime va se dire, ah, si j'ai dit tout à l'heure que j'ai le cancer, et on sait que cette histoire de cancer-là, est-ce que c'est pas héréditaire? Donc, dans notre famille, là, c'est la famille de cancer. Oui. Donc, ça va impacter nos soins après. Est-ce que, si je dis tout à l'heure que moi j'ai le cancer, mes petites sœurs qui sont là, est-ce que les hommes vont les épouser? Voici des psychoses, des éléments en tout cas qui empêchaient les femmes de comprendre avec certitude c'est quoi le problème et comment trouver solution à ces problèmes. Et c'est ce qui a fait le cancer a fait plus de victimes. Beaucoup de victimes parce que le cancer marchait sans souci, on ne pouvait pas le bloquer et quand vous regardez la prise en charge, ça demande tellement de moyens. Et imaginez aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de vivre. Je pense qu'avec la nouvelle technologie, avec surtout la quête de l'information, on a essayé d'éliminer cette fausse croyance. Mais en réalité, ça a eu beaucoup d'impact en Afrique et il faut sortir de cette ignorance et expliquer de fond en comble c'est quoi le cancer. Ce n'est pas quand même une fatalité. En fait. D'accord. Informons-nous Voilà, informons-nous. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que quand on se met en tête que ça, c'est ça, il faudrait il faudrait penser qu'un jour tu peux voir le contraire. En fait, c'est-à-dire une explication contraire à ce que tu penses. Parce que ce qu'il vient de dire là, pourquoi je tenais à ce qu'il établisse un lien entre l'Afrique et les croyances et tout, et le cancer. Parce que ça fait plus de victimes avant. Maintenant, les gens prennent plus au sérieux. Les gens acceptent d'aller se faire dépister, suivre le traitement et tout. Mais avant, ils préféraient, ils disent, ah, c'est mon sort. Donc, je m'en remets, c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, on peut traiter. Bien sûr. Il y a un traitement pour le cancer. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, comme on dit en malinké, alors, vas-y, Téli, avec ta première question. Bon, vous savez, c'est comme ça, hein, c'est l'Afrique. Hein. Il a établi un pont entre la science et nos cultures, nos coutumes, notamment en Afrique en noir ici, parce que toutes ces maladies, même la fertilité, parfois à l'époque, on disait que quand une femme n'avait pas d'enfant, peut-être c'est elle le problème, soit elle est sorcière, soit c'est le diable du village qui a récupéré ses enfants. La science, peut-être on ne s'était pas beaucoup approprié ou on ne comprenait pas trop, mais quand même on n'utilisait pas la science pour expliquer certains phénomènes liés notamment à la fertilité. C'est avec l'évolution aujourd'hui qu'on peut dire même de faire des textes avant le mariage pour savoir si on est compatible. Avant on ne le faisait pas. C'est juste faire un petit pont entre toutes ces maladies qui existent entre la science et la culture africaine. Voilà, tu vois un peu, non? Donc on se disait que non, c'est parti comme ça, c'est le diable et puis c'est le village et puis c'est parti, c'est Dieu, on restait comme ça, le couple pouvait rester comme ça sans avoir d'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Mais aujourd'hui, on sait que quand il y a des problèmes de fertilité qui se posent dans le couple, la science est là, les docteurs sont là pour accompagner. Avant même d'abord de vous marier, les docteurs peuvent vous conseiller d'abord à faire des textes, ça, et là pour savoir si vous êtes compatible. Donc ce sujet aussi est en train de quitter dans la zone des tabous pour venir sur la zone de la science. C'est comme le cancer. Le cancer aujourd'hui, on parle du cancer du sein, mais il y a d'autres cancers encore. Le médecin est là, il va nous dire beaucoup plus sur ces différents types de cancers. C'est parce que franchement, on avait beaucoup de mal à expliquer à quelqu'un que oui, mais ça me fait mal. Même à votre mari d'abord, il y a des femmes qui ont leur propre mari d'abord. Il y avait ce complexe d'expliquer que oui, ça ne va pas ici, et puis tout ça, là, on doit partir à l'hôpital et ça et là. C'est les vieilles du village qui s'approchaient. Notamment, moi, j'ai commencé personnellement à observer le cancer du sein, c'est quand les femmes accouchaient. D'accord, dès qu'une femme accouche, quelques temps après, elle dit que son sein, ça fait mal, notamment mes grandes soeurs, ça fait mal, bon. C'est dit, ok, il faut partir à l'hôpital, mais c'est en grandissant au fur et à mesure, j'ai compris que c'était le cancer du sein. Non, tu vois, non.
Attention. D'accord, ce qu'on va faire, on va aller sur les causes, puisque voilà, on est justement, on est presque... poser cette question de savoir comment, parce qu'il a parlé de la multiplication des cellules. Tout à l'heure, tu disais que j'ai oublié les cellules. Il y a des cellules animales, il y a des cellules végétales. Dans la justification. Il y a des cellules animales, il y a des cellules végétales également. Mets-toi à l'aise, mon cher. Il y a les 4 phases de la métamorphose. Voilà, le docteur est là. D'accord. Alors, docteur Karamo, docteur, comment ces cellules se multiplient? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à travers une bactérie qui quitte ailleurs, qui vient se poser sur les seins, ou bien peut-être sur une autre partie du corps de la femme, et puis ça s'introduit dedans à travers les poils et ça commence à se multiplier, ou bien c'est à l'intérieur même qu'il y a un accident, et puis comment ça se passe? Un accident, carrément. D'accord, on va faire de façon générale, parler carrément des causes, parce que la multiplication anormale des cellules peuvent être aussi dans les causes. Donc, il va nous expliquer de façon succincte voilà, les causes du cancer du sein. En réalité, c'est très difficile de dire avec précision que voilà, c'est la cause du cancer du sein. C'est-à-dire cibler une cause principale. C'est difficile de dire ça. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs causes, comme par exemple de mutations génétiques. Et quand vous parlez de l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gènes. Ils sont dans l'ordre. Mais souvent, vous allez voir qu'il y a des mutations au niveau de ces gènes. Si vous prenez par exemple le cas spécifique du cancer du sein, vous avez des gènes par exemple qu'on appelle les gènes mutés, qui sont comme par exemple dans l'ordre de BCR1A, le BCR2, voici les gènes qui peuvent être, en tout cas, se retrouver dans une situation de mutation afin d'être à la base du cancer du sein chez certaines femmes. Et pourtant, il y a également ces d'autres femmes, c'est le déséquilibre hormonal, par exemple. Vous allez voir, par exemple, chez certaines femmes, il y a un taux élevé d'oestrogène, par exemple, chez cette femme. Donc, le taux élevé d'oestrogène chez cette femme peut être à la base de cette multiplication anormale des cellules au niveau de cette partie de la femme. Au-delà de ça, vous pouvez également constater, comme disons, et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous regardez le cas, par exemple, de certaines personnes qui font la transition, c'était une femme qui voulait être un homme, ou un homme qui voulait être une femme. Donc, en faisant la transition... En fait, aujourd'hui, il faut comprendre que la médecine a tellement évolué, il y a beaucoup de choses qu'on ne croyait pas avant. Donc, c'est donc vrai. Effectivement. Il y a de ces hommes, par exemple, imaginez par exemple une femme qui souhaitait devenir homme, il faut passer par la transition. Donc, il faut bombarder cette femme avec beaucoup d'hormones masculines. Tel est le cas, par exemple, de la testostérone. Quand vous bombardez la femme avec cette hormone, automatiquement, sa voix va commencer à changer. Les barbes vont commencer également à se présenter. La corpulence change avec cette hormone. C'est ce qu'on appelle la transition. Donc, elle quitte de l'état femme, elle devient homme. Le contraire aussi peut se produire. Donc, un homme aussi qui souhaitait devenir une femme, il faut bombarder cet homme avec les oestrogènes en très grande quantité. Donc, automatiquement, les seins vont commencer à pousser, les barbes vont commencer à disparaître petit à petit, la voix va commencer à s'efféminiser, etc., etc. Donc, une telle personne bombardée avec beaucoup de doses d'oestrogènes peut être demain victime d'un cancer du sein. Alors voici des causes, mais il y a des facteurs de risque que nous devons d'abord expliquer. Parce que ça, c'est des causes de façon biologique qui ne dépendent pas de nous. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables et non modifiables. C'est-à-dire des habitudes qu'on peut modifier pour ne pas contracter le cancer du sein, ou des habitudes qu'on ne peut plus modifier. Alors si on est sur un tel terrain, on risque de contracter le cancer du sein. D'accord? Donc, par exemple, si vous prenez l'âge, par exemple, et à partir de 50 ans, on est également exposé. Mais est-ce qu'on peut dire que, moi je peux vous dire, bon, Amika, j'ai aujourd'hui 30 ans ou 25 ans, je ne souhaite plus avoir 35 ans. Chaque jour qui passe, en tout cas, l'âge évolue. Donc, on ne peut pas changer l'âge quand même. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas modifier. Donc, l'âge est un facteur de risque. Alors, si vous regardez, par exemple, et vous allez voir certaines familles, il y a des antécédents, par exemple, de cancer. La grand-mère maternelle ou la grand-mère paternelle, arrière-grand-mère avait le cancer. Donc, il peut y avoir des mutations génétiques. Donc, c'est héréditaire. Voilà, d'une part.
Ok. D'une part, ça peut être héréditaire. Donc, la grand-mère arrière ou arrière-grand-mère avait par exemple le cancer. Donc, cela peut répercuter sur une fille de la famille. Ok. Donc, ce cas-là, il y a des familles où il y a des antécédents, par exemple, familiaux ou personnels au niveau de ce cancer. Ça, ce sont des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Comme tout à l'heure, j'ai parlé d'une prédisposition génétique. Quelqu'un qui est prédisposé génétiquement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas changer cela. Non. D'accord. Donc, il y a aussi un élément aussi très important, c'est la puberté précoce. Ok. Donc, les filles qui, en temps normal, c'est à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, etc. Mais vous allez voir une fille de 9 ans qui a commencé à avoir ses règles. 10 ans qui a commencé à avoir ses règles. Attention, je n'ai pas dit que chaque fille qui avait ses règles à partir de 9 ans, 10 ans, doit forcément contracter le cancer. Non, mais c'est un facteur de risque. Il y en a même qui vont jusqu'à 18 ans sans Effectivement. voir les menstrues. Donc ça, c'est la puberté précoce. À partir de 9 ans, 8 ans, déjà, elle commence à avoir ses règles, elle risque de contracter le cancer du sein à la longue. C'est le même cas, par exemple, avec la ménopause tardive. En temps normal, l'arrêt des règles, c'est à partir de 45 ans. Vous allez voir des femmes qui ont 50 ans, 53 ans, qui voient toujours leurs règles, leurs menstrues, j'allais dire. Donc, cette ménopause tardive aussi peut être à la base, bien sûr, de l'apparition de cette maladie. Je n'ai pas dit que parce que vous avez 50 ans, que vous devez forcément, parce que vous voyez encore vos règles, que vous devez forcément contracter le cancer. Mais c'est un facteur de risque et qui est non modifiable, parce que vous ne pouvez pas réduire votre âge biologique. D'accord? Il y a aussi des facteurs modifiables, comme j'ai dit tout à l'heure, tel est le cas par exemple de l'alimentation. Il faut bien prendre soin de votre alimentation. Parce que moi, j'appelle la malnutrition comme une nuisance silencieuse. Aujourd'hui, beaucoup ont l'argent, mais ils sont malnutris. Beaucoup de familles aujourd'hui ont l'argent, qui se disent très riches, mais ils sont très malnutris. Ils mangent très mal. Parce que l'organisme a besoin de la qualité et non la quantité. Et il y a des heures également qu'il faut bien manger. Il y a des aliments aussi qui ont des recherches. Voici des éléments qu'il faut chercher à comprendre. Donc une mauvaise alimentation peut être à la base, bien sûr, de cette maladie. Donc pour dire que quelqu'un, par exemple, qui ne mange pas bien, s'il soigne son alimentation, il ne va pas contracter la maladie. Donc il peut modifier ces facteurs. C'est pourquoi on a des facteurs modifiables. Tel est le cas, par exemple, de la sédentarité, le surpoids, par exemple. Vous allez voir quelqu'un qui ne bouge pas trop. Il ne fait pas d'activité sportive, il ne marche pas, et puis encore, il tombe en surpoids. Donc cela peut être aussi l'un des facteurs de risque. Donc pour quelqu'un qui s'est sédentarisé, il peut passer plusieurs mois dans un même endroit et malheureusement il commence à prendre du poids, il ne fait pas de sport, donc cette personne est exposée à contracter le cancer du sein. Donc c'est un facteur modifiable. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez commencer à marcher, vous pouvez commencer à faire en sorte pour perdre un peu de poids, ça veut dire que vous n'êtes plus exposé. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Et comme tout à l'heure, j'ai parlé de par exemple, la consommation de certaines substances toxiques. Tel est le cas de l'alcool, par exemple. L'alcool est un facteur de risque modifiable. Parce que quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, il peut être victime demain d'un cancer de sein. Tel est le cas, par exemple, du tabac, la cigarette, la drogue, la beuh, également la chicha, parce que ce sont des substances toxiques qui créent des radicaux libres au niveau de notre organisme. C'est la chicha. Et quand vous parlez de la chicha, il faut comprendre que la chicha seule contient plus de 4000 substances toxiques. Et quand on parle de substances toxiques, ça dit des substances qui détruisent complètement notre système. Docteur, revient sur ça. Ça détruit 4000 substances toxiques. Waouh. Il y a le plomb dedans, il y a le chrome dedans, il y a également voilà, beaucoup de substances. Et pourtant, ça, la chicha est devenue un mode de vie aujourd'hui. Voilà. Donc, certains jeunes. Ça peut être demain à la base de cancer de sein, c'est une femme. Parce que c'est ce que j'ai dit, ça crée des radicaux libres, ça bouche également des artères. Et ça risque même de créer effectivement des maladies cardiovasculaires. Automatiquement, vous tombez dans l'AVC, dans l'hypertension, que ce soit AVC ischémique ou AVC hémorragique, de toutes les façons, vous tombez dans l'AVC. Au-delà de ça même, ça risque même d'impacter la qualité de vos spermatozoïdes si vous êtes des hommes. C'est ça. Et effectivement, donc ça peut impacter la qualité des spermatozoïdes. Et si les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité, cela peut aussi impacter votre fertilité. Attention, que ce soit fertilité primaire comme fertilité secondaire. D'accord. On va continuer avec... D'accord. Je crois que il y a de la matière. Hein.
Avec ça, là, nous allons revenir, mais c'est pas grave. Voilà, donc, et voilà des causes, ou disons des facteurs de risque qu'on peut modifier. Donc par rapport au cancer, on peut parler de facteurs de risque. De risque non, pas modifiables. des causes. Hein. Voilà, non, il y a des causes, par exemple, dont on avait parlé, des causes biologiques. Ok. Comme des mutations génétiques, par exemple. Donc, ce sont des trucs qui peuvent avoir lieu. Souvent, vous êtes exposé à ça sans votre volonté. La grand-mère avait ça. Donc, s'il y a une prédisposition génétique, vous pouvez contracter le cancer. D'accord. C'est le cas, par exemple, de diabète, par exemple. Okay. Il y a 0,5% de personnes, si la maman ou grand-mère avait ça, tu peux contracter. Mais si et seulement si tu prends soin de ton alimentation, automatiquement, tu n'es pas exposé. D'accord. Oui. Alors, ce qu'on va faire, parce que le plus souvent, quand on parle de cancer, que ce soit du col, que ce soit du cancer de sein, on parle de phases. Oui. Alors, pour le cas du cancer de sein, quelles sont les différentes phases? En réalité, il y a une première phase, par exemple, parce que c'est pourquoi on dit souvent aux gens, dépistez-vous précocement. Ok. Parce que quand on parle des phases de cancer du sein, parce que tout simplement, souvent, on rate dès la première phase, lorsque vous êtes dépisté, automatiquement, ça vous épargne d'avoir un problème de chirurgie à la longue. Parce qu'à la longue, à partir de la troisième phase du cancer du sein, vous risquez de passer à une ablation du sein. C'est-à-dire, on supprime le sein. Carrément. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences. Ouais. Si et seulement si vous n'avez pas les moyens, parce que quand on supprime, on peut remplacer à travers des tissus fabriqués au laboratoire, donc l'esthétique. Et vous savez, les femmes tiennent beaucoup, effectivement, les femmes tiennent beaucoup à la beauté. Donc, elles ne peuvent pas rester comme ça, il y a un sein qui est là, l'autre a disparu. Donc, il faut préparer des tissus pour pouvoir remplacer ça. Donc, ça, c'est à partir de la troisième phase. Okay. À partir de la deuxième phase, lorsqu'il y a un dépistage également précoce qui suit, donc on peut procéder à des traitements à partir des hormones, à partir, par exemple, de la chimiothérapie qu'on effectue. Bon, en réalité, en Guinée, ici, ces éléments-là ne sont pas assez disponibles en Guinée. Mais dans les pays très développés, et même à partir de la dernière phase, à partir de la troisième phase, on peut procéder à un traitement efficace. Et la femme peut revenir à l'état normal si et seulement si tous les éléments sont au rendez-vous. Et automatiquement, ça va être difficile parce que y a le temps de traitement, les symptômes commencent toujours à apparaître en quantité. Donc, si elle n'est pas une femme très forte, ça va être très compliqué parce que ça affaiblit le système immunitaire. Et qui parle de système immunitaire va forcément parler de système de défense naturelle de notre organisme. D'accord. Effectivement, donc ça affaiblit ce système immunitaire. Donc, et on bombarde la personne avec beaucoup de médicaments. Si vous prenez par exemple la chimiothérapie, et souvent à la dernière phase de traitement, vous allez constater que la femme va peut-être perdre ses cheveux. Si elle était très noire, elle va commencer à blanchir. Si elle avait tête blonde, il y a eu tous ces changements, il y a beaucoup d'impact. Et après le traitement ou pendant le traitement, surtout à la base de ces produits, la chimiothérapie, donc ça c'est à partir de la dernière phase. Donc il faut dépister précocement à la première partie de la première phase. Lorsque vous êtes dépisté, automatiquement vous pouvez suivre le traitement. En quelques temps, vous pouvez vous débarrasser de la maladie. Mais si vous restez au niveau de la phase 1, phase 2 jusqu'à phase 3 sans être dépisté, et forcément, si vous, parce que c'est en ce moment vous allez voir, et on allait projeter une image, si vous voyez, c'est plein de plaies au niveau du sein de la femme. Donc avec ces plaies, on ne peut pas quand même reconstituer. Avec des odeurs. Voilà, donc on ne peut pas reconstituer. Il faut passer par une chirurgie et il faut passer par l'ablation afin de remplacer par autre chose. Est-ce que vous avez eu la chance ou la malchance de côtoyer une victime du cancer de sein? Oui, Amika. Est-ce que vous avez eu, vous avez vu de façon proche, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est tellement pathétique. Tu te dis, mais attends, comment ça peut être réel? Comment pouvons-nous en arriver là? Et pourtant, c'est réel. C'est réel, ça fait, c'est triste, mais bon. C'est triste. Heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup d'énergie sont mises ensemble pour nous éviter beaucoup de choses. Allez vous faire dépister. Et aussi, attention, je rappelle que les hommes aussi peuvent... Biologiquement, c'est un homme. Mais on a changé beaucoup de choses et automatiquement, il est devenu femme. Donc, cet homme-là,
peut avoir des cancers parce que lorsqu'on a mis assez d'hormones, les seins ont commencé à pousser. Donc cela peut être à la base d'un cancer demain, par exemple. D'accord. Donc un homme, par exemple, qui n'a pas subi de transition, de métamorphose, automatiquement, si vous prenez 1000 cas, vous avez un seul là-bas qui peut développer le cancer. Donc c'est pourquoi le taux Le est cancer négligeable. de sein. Oui. Voilà. Ce qu'on va faire, nous allons continuer parce que voilà, dans les causes, il a essayé bien sûr de nous parler de la prévention. Parce que je voulais poser la question, parce que quand il parle d'une cause, il dit faites ci, faites ça, donc ça nous a fait gagner en temps. On ne va pas revenir sur ça. On va aller carrément sur le traitement. Est-ce qu'en Guinée, le traitement du cancer existe? Oui, je crois que le traitement du cancer existe, surtout quand il y a le professeur Abbas. Non, pas Abbas. Le nom m'échappe, ça fait longtemps, on ne se parle pas. Au niveau de l'hôpital Saint à Taouya ici. Je crois que c'est Jean-Paul II, effectivement, à l'oncologie. Là-bas, il donne vraiment du bon traitement aux femmes parce qu'en réalité... C'est professeur Bangali. Bangali, effectivement. Donc, professeur Bangali et son équipe font un travail colossal. Parce que ce que je dis, on ne manque pas du personnel. La qualité ne manque pas, mais l'infrastructure sanitaire, c'est ce qui manque. Et on peut être un très bon médecin, mais si on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer le métier, et c'est les patients qui vont souffrir. Donc, je crois que le professeur, effectivement, si vous prenez tout un pays, vous avez 2, 3 professeurs comme ça pour une population de 12 millions. Vous avez plusieurs centres, mais un seul ou 2 centres seulement. Vous vous dites quand même que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est pourquoi j'invite l'État à s'investir dans ce cadre. Il y a 2 secteurs d'une importance capitale pour le développement d'un pays. C'est l'éducation et la santé. Donc, si l'État n'investit pas beaucoup de moyens dans l'infrastructure sanitaire, beaucoup de patients, imaginez qu'on vous dise que vous avez commencé déjà à développer un cancer. Mais il y a toute une queue de personnes pour être, en tout cas, diagnostiquées par le médecin. Vous allez prendre assez de temps pour avoir votre premier rendez-vous. Et bien, pour un pays comme ça de 14-15 millions, je crois que c'est un peu compliqué. Voilà, on en profite pour saluer l'effort franchement de professeur Bangali parce qu'il fait beaucoup de choses, il aide beaucoup de femmes parce que moi je voulais faire un témoignage, mais le temps nous est presque imparti. Moi j'ai une voisine directe qui a été victime malheureusement elle a succombé, mais il a été d'une grande aide pour Mado. Mado est tombée malade, elle avait le cancer. Mais avant, les croyances, on disait sa mère est décédée d'une maladie mystérieuse, son papa également, parce qu'il n'y avait pas d'union dans la famille. Donc on se disait qu'il y a ci, il y a ça. Le plus souvent, il peut y avoir des unions, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on vous a jeté un sort. Quand vous êtes malade, prenez le temps d'aller à l'hôpital, vous faire dépister. Vous faire dépister et avoir le diagnostic. Savoir réellement de quoi vous souffrez. Parce que c'est vrai que l'Afrique a ses mystères. Mais quand on est malade, cherche à te renseigner, cherche à t'informer, savoir réellement de quoi tu souffres. Parce que si quand toi-même tu as conscience de ce dont tu souffres, tu as 2 ou 1% la chance franchement d'en guérir. Mais elle est tombée malade, elle était en phase franchement parce qu'il y avait des plaies et tout. On a créé une chaîne de solidarité SOS pour elle. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont contribué, qui ont fait des dépôts et tout ça. Avec ça, elle-même, elle a dit, Amika, aide-moi à aller paisiblement. Parce que moi, je n'ai plus foi. Je pense que je ne vais pas m'en sortir. Mais je vous dis cela, je sais, seul moi, je sais l'effet que ça me fait ici. Mais professeur Bangali, il a dit, moi, je traite cette fille, je l'aide dans ce qu'elle veut. Parce qu'elle-même, elle n'a plus foi. Elle était désespérée. Voilà, elle était désespérée. Mais on peut l'aider à traverser ces derniers temps-là, dans la tranquillité. Mais elle, l'entourage était... La pression sociale. Justement, l'entourage a très mal contribué et tout. Parce que c'est pourquoi je le dis souvent, quand vous avez un malade, un proche malade, même un voisin, si vous ne pouvez pas l'aider financièrement, au moins aidez-le à avoir le moral. Parce que le moral, quand le moral est haut et fixe, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à traverser beaucoup de choses. Mais quand l'entourage déjà vous déstabilise, vous démoralise, vous perdez tous les moyens. Vous vous dites, mais attends, est-ce que je ne suis pas seule? Tout le monde est contre moi seule. Donc, ça a été son cas. Donc, elle s'est cachée jusqu'à ce que même ses propres frères n'arrivaient plus à rester 30 minutes avec elle dans la maison.
avec l'odeur, tout ce qui allait avec. Mais nous, on s'est dit, ben, attends, c'est le voisinage. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est elle. Demain, ça peut être une autre personne. Donc, on l'accompagnait à ses rendez-vous et tout. Mais un soir, professeur Bangali a appelé à Amika, ta cousine, parce que c'est comme ça elle appelait. Tu vois, de toute façon, c'est triste. Mais si elle avait pris son courage à deux, mais si l'entourage aussi l'aidait, elle-même assumer sa maladie, je pense que déjà cette deuxième phase pouvait l'aider à combattre la maladie. Mais elle n'a pas eu cette chance. C'est pour ça quand tu tombes, moi j'ai appris que ce que j'ai là, c'est une maladie des riches et moi je ne suis pas riche, donc je pense que je ne vais pas guérir. Je ne vais pas guérir. C'était maintenant son slogan jusqu'à ce qu'elle a succombé. Ce message aujourd'hui est peut-être banal, mais c'est un message fort. Quand vous avez quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre aide, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas l'aider, n'enfoncez pas la personne. Parce que ce n'est pas de ça dont elle a besoin. Donc, comme le traitement existe déjà, il faut de gros moyens. On est en train de nous signaler là-bas que le temps nous est parti. Vous allez rapidement vous exprimer. Voilà, docteur, moi, mon souci, docteur, il nous a déjà démontré réellement les différentes phases et réellement les causes et conséquences. Mais vous avez soulevé un facteur de moyens et facteur d'infrastructure, facteur de spécialisation des médecins. Votre rapport là-dessus? En réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'État doit investir beaucoup pour non seulement la formation du personnel, mais aussi l'infrastructure. Parce que si aujourd'hui les gens tombent malades, on nous dit envoyez-les au Maroc, c'est pas parce qu'on appelle Maroc, c'est parce que les Marocains ont mis beaucoup de paquets dans l'infrastructure sanitaire. Au-delà de ça, surtout la formation du personnel. Aujourd'hui, le Maroc est une référence. Il faut aller pour voir comment les gens sont traités dans les hôpitaux. Et nous aussi, on peut le faire. L'État guinéen a tous les moyens pour pouvoir, en tout cas, former le personnel parce que vous pouvez construire beaucoup d'infrastructures. Mais s'il n'y a pas de personnes qualifiées, ça ne peut pas marcher. Donc, ces deux éléments vont ensemble. Donc, je pense qu'il faut maintenant que le gouvernement guinéen décide d'être beaucoup plus charismatique. C'est-à-dire que les moyens sont là. On a toutes les capacités de créer des recherches. Nous sommes dans un pays qui est vachement riche. Alors pourquoi ne pas investir dans l'infrastructure sanitaire? Vous avez beaucoup de mines aujourd'hui en Guinée. Vous essayez également de travailler sur certaines bases pour que ces sociétés minières puissent être aussi bénéfiques pour la communauté. Mais en allant par exemple sur la base de construction des infrastructures sanitaires, la formation des Guinéens, par exemple former des médecins à l'extérieur pour que ces personnes puissent être bénéfiques aux Guinéens. Moi je pense que c'est pourquoi je prends toujours l'exemple sur le Maroc. Le Maroc n'a qu'une seule ressource naturelle, c'est phosphate. Mais ils savent quand même comment gérer ça. Et aujourd'hui, quand on tombe malade ici, on court pour aller effectivement au Maroc. Nous, on peut quand même sensibiliser, mais les moyens pour pouvoir faire face à ces maladies qui commencent à gagner du terrain, c'est l'État, c'est les moyens colossaux. Donc, il faut un investissement conséquent pour avoir un résultat conséquent aussi. D'accord. Ousmane Telli, tu n'as plus rien à dire? Non, si, par rapport à tout ce qui est à ton témoignage là, moi je pense que c'est lutter contre la stigmatisation des malades. Voilà, des malades, surtout de cette maladie qu'on appelle le cancer. Parce qu'une maladie, c'est une maladie, que ce soit le cancer, que ce soit autre maladie qui survient ou qui attrape, je dis comme ça, français facile, qui attrape un membre de votre famille, c'est pas la peine de l'écarter, de l'isoler. Parce que l'isolement social aujourd'hui, ça tue beaucoup plus que certaines maladies. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, notre société est en train de perdre beaucoup de choses, notamment ici la cohésion qu'on avait avant. Aujourd'hui, on dit que oui, nous sommes dans un monde de technologie, ça est là, mais il faut savoir que ça a beaucoup d'effets. Par rapport à la construction des infrastructures sanitaires, il faut dire qu'il y a quand même aujourd'hui des premières pierres qu'on est en train de poser dans les différentes régions par rapport à la construction des hôpitaux dans nos régions qu'il faut s'allier. Moi, je veux beaucoup plus qu'on mette l'accent ici sur la formation du personnel, surtout la formation du personnel, je termine par ça. Parce que même si on a les infrastructures, quand on n'a pas de personnes qualifiées pour traiter les gens, ça risque d'être compliqué. D'accord. Merci beaucoup Ousmane Telli, merci Fana Camara. Rapidement, une expression en un paragraphe, le dernier message, docteur. Merci beaucoup. Merci surtout à tous les amoureux de la télévision nationale. Et une fois de plus, soyons solidaires, humains et justes. Le stress tue. Lorsque vous avez un patient ou une patiente qui a ce genre de problème,
le fait de le stresser déjà, ça l'enfonce systématiquement. Parce que le stress est capable de provoquer plus de 70-75% de problèmes physiologiques. Donc, pour vous dire une fois de plus, accompagnez les malades qui souffrent de cette maladie. Chères jeunes dames, dépistez-vous précocement et essayez toujours de faire l'autopalpation chaque mois. Ça vous permet de comprendre votre état. Donc, une fois de plus, je demande à l'État guinéen d'investir encore des moyens dans l'infrastructure sanitaire, mais aussi dans la formation du personnel médical. En tout cas, c'est ce qui peut nous aider aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Karamo Kaba, de vous être prêté à nos questionnaires. Je rappelle qu'il est pharmacien, biologiste, spécialiste en santé publique, écrivain, historien et directeur général de Seminaprod. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mariama Kessoba, elle est technicienne à la télévision nationale, ingénieure de son. Nous te souhaitons joyeux anniversaire, ma belle. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle bougie te servira à repousser tes limites, non seulement à réaliser beaucoup de choses dans ta vie, parce que voilà, la santé, quand on l'a, et un an de plus aussi, on dit que ça se fête. Voilà, donc on te souhaite joyeux anniversaire, toute l'équipe de Zénith sur Coloma. J'en profite rapidement pour dire merci à l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je commence par les cadreurs, Mara, Fodé, Alpha Drone. Je n'oublie pas le réalisateur, la junior, les réalisateurs, voilà, parce qu'on a également Maria Mouskeva Konate, que j'appelle affectueusement Moustengue. La liste, elle est longue. Merci à toutes et à tous, de près ou de loin, d'avoir pris un peu de votre temps, bien sûr, pour nous suivre aujourd'hui et d'avoir contribué à la réussite ou à la réalisation de cette émission. Merci à vous, aimables téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure avec la même équipe, avec un autre sujet. D'ici là, donnez de l'amour sans rien attendre en retour. Surtout, souriez également malgré vos multiples problèmes, et soyez solidaires quand les personnes sont malades. Acceptez-les, parce que Steli l'a dit tout à l'heure, l'isolement tue plus que la maladie ne le fait. Au revoir et bonne journée à vous en compagnie des programmes de la télévision nationale.